Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais parler de l'épisode 4 de la saison 2 de Loki. Donc moi je suis le Cyborgien et si je fais ces vidéos, c'est pour partager humblement ma passion. Alors je suis un fou de Marvel, je suis un fou Star Wars, je suis un fou Star Trek, ce qui explique le contenu de ma chaîne. Donc cette semaine l'épisode s'appelle donc The Heart of the TVA, dans le cœur de la TVA, je crois. Alors là pour le coup je peux pas trop me moquer des traducteurs vu qu'il s'agit de la traduction littérale du titre VO, oui, The Heart of the TVA. Alors pour le résumé de l'épisode, je vais essayer de vous la faire courte. Disons que tous les personnages que l'on suit depuis le début de la série, alors que ce soit Loki, que ce soit l'agent Mobius, que ce soit Sylvie, et même Victor Timeline, sont sollicités pour sauver ce qui reste de la TVA. Je ne peux pas trop vous en dire plus, disons que c'est un épisode que je dirais un épisode un petit peu dans la sauce un petit peu disaster movie, film catastrophe. Disons que quand je dis que je peux pas trop en dire sur cet épisode-ci, c'est simplement que quand j'ai vu la dernière scène, voire le dernier plan en fait, je me suis dit ah tiens, mais ça me rappelle, et si je vous dis justement le titre du film, à quoi ça fait penser, même si je l'ai dit dans une précédente vidéo, parce que là pour le coup j'ai l'impression d'être tombé pile en plein dedans, bah je vous spoil l'épisode entièrement. Ouais, pour vous donner une idée, c'est dans les vidéos où je causais un petit peu l'influence Terry Gilliam. Donc effectivement, cet épisode, ça sent la structure narrative d'un des films de Terry Gilliam. Disons qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont en commun. Alors déjà que la série entièrement a une vibe un peu Doctor Who, j'avais même parlé de Brésil au départ, parce que la TVA pour moi, ben c'est inspiration Brésil de Terry Gilliam. Bah pour le coup avec un autre film de Terry Gilliam, bon bah je me suis fait un petit peu spoiler on va dire, je me suis un petit peu douté de trois trucs, que sans vous dire de quel film il s'agit, je vous dirai juste quelques indices. Alors ça parle d'une espèce de fin du monde d'apocalypse, ça parle d'un homme qui voyage dans le temps, ça parle d'une boucle temporelle, et ça parle d'individus excentriques qui étaient à l'origine de cette menace. Et dans cet épisode-ci, tout y est en fait. Voilà, j'essaye de faire du spoiler sur contexte, essayer de vous analyser le film en question sans vous dévoiler le film lui-même. Mais c'est super dur, mais c'est en même temps super intéressant. Ça s'appelle du challenge. Et pour essayer d'analyser plus amplement l'épisode en question, disons que c'est un épisode rempli de tension. Ça veut dire que c'est un épisode qui a l'air un petit peu en huis clos total. On ne part pas de TVA, tout se fait entièrement de la TVA, mais les efforts pour rendre l'intensité palpable m'a rappelé un petit peu les films dits de sous-marins. Et quand je parle de films de sous-marins remplis de tension, je pense à des films d'un genre U571 ou même K-19 en fait. Je crois que c'était le piège de profondeur en français aussi. Alors le synopsis de l'U571 est le suivant. Le sous-marin américain S-33 est déployé dans l'Atlantique pour rejoindre l'U571, gravement endommagé afin d'y voler une machine de chiffrement Enigma, qui permet à la Kriegsmarine de communiquer en secret avec ses U-boats et de conserver l'avantage dans la guerre navale dans l'Atlantique. Il se trouve que cette opération se passe mal pour eux, dans le sens où leur sous-marin se fait exploser, ils sont obligés d'investir un sous-marin allemand, et toute la problématique du film, c'est de savoir comment est-ce que l'équipage américain d'un sous-marin allemand va pouvoir regagner leur territoire, étant donné que leur identification en fait, pour la marine américaine, c'est l'ennemi quoi. Ils sont allemands, ils sont dans un équipement allemand. Et durant tout le film en question, c'est rempli de moments de tension pour savoir quel équipage, quelle flotte ils croisent, et donc est-ce que cette flotte va comprendre qui ils sont en fait réellement. À quel moment ils vont tilter sur le fait que ah non mais l'équipage est américain, c'est un sous-marin allemand mais l'équipage est américain. Il me semble que c'est inspiré d'un fait réel, romancé pour les besoins du film, c'est une production américaine, parce que ça fait débat à ce moment-là. Il y a eu 2-3 éléments qui ont été changés pour que ce soit un film 100% américain, alors que je crois que l'Angleterre ou même les Français ont un petit peu rouspété sur l'exactitude des éléments dans l'histoire en question. Et K-19 c'est un film avec Harrison Ford et Liam Neeson qui incarne en fait un équipage russe. Et le synopsis de K-19, lui, c'est en juin 1961, en pleine guerre froide, dans les eaux de l'Atlantique Nord, Alexei Vostrikov, le capitaine du premier sous-marin nucléaire de l'arsenal soviétique, le K-19, découvre que le système de refroidissement du réacteur principal est défaillant. Coupé du monde extérieur et du reste de la flotte russe à cause d'une panne d'antenne, le capitaine Vostrikov et son second Mikhail Pollenin doivent surmonter leurs différends pour faire face à la crise et éviter un accident nucléaire. Oui, Liam Neeson et Harrison Ford jouent des Russes dans le film. Et sinon, il y avait un autre film aussi, mais celui-là pas du tout film sous-marin, qu'est-ce que je raconte. Il s'agit d'un film catastrophe qui s'appelle L'aventure de Poséidon,
où là c'est rempli de tension aussi dans un lieu clos, le Poséidon. Ben, c'est un film catastrophe qui est légendaire, je crois que c'est le film qui a lancé la mode, il me semble. Je ne voudrais pas dire de bêtises. Il y a eu une trinité, je crois, des films catastrophes. Il y a eu au moins un Tour Infernal. Il y a eu l'aventure de Poséidon. Je crois qu'il y a eu un autre truc, peut-être Airport. Alors je ne sais pas du tout dans quel ordre c'est passé. J'étais pas né à ce moment-là. Honte à moi. Mais je crois que ces 3 films-là ont lancé pour de bon la mode pendant... ouais, 5-6 ans, il y a eu que ça aussi, il y a eu que ça au cinéma. Enfin, les Airports, il y en a eu 5-6. Enfin, grosso modo, je m'embrouille, je me perds. Mais donc, l'aventure de Poséidon, c'est donc un film où le Poséidon est un navire de croisière et prise dans une vague scélérate au cours de nuit, se retourne complètement. Et la problématique du film, c'est de savoir comment les survivants vont pouvoir sortir de cette aventure. Et dans cette aventure-là, c'est bourré de tension. Quand je parle de ça, je parle au niveau de l'ambiance, au niveau des bruitages, parce que à côté d'eux, autour d'eux, ils sont remplis de mer, ils sont en plein océan. Et l'ambiance sonore, ça m'a rappelé pas mal Loki cette semaine, parce qu'il y a des mouvements de caméra, parce qu'il y a des sons, et tous ces moments de tension-là, de ces 2 films-là, U571 et l'aventure du Poséidon, ça m'a rappelé Loki cette semaine, parce que tout était dedans. Ça se passe en huis clos total, entièrement dans la TVA, et donc que ce soit le jeu d'ombre, de jeu de lumière, que ce soit les sons, le son, je crois que dans Loki, c'est expliqué par des espèces de vagues temporelles qui ont de l'effet sur la TVA ou un truc dans le genre. N'empêche que à l'écran, n'empêche que au niveau du son, enfin au niveau de la musicalité, au niveau sonore, ça se ressent un petit peu. C'est semblable, je dirais, c'est semblable. Mais parce qu'il y a des gros plans, il y a du bruit, et des effets de perspective qui m'ont rappelé en fait l'aventure du Poséidon, qui m'ont rappelé U571, voilà, qui m'ont rappelé tous ces efforts de tension au sein d'un lieu clos, voilà. Et tout ça, on le doit à qui? On le doit à 2 réals qui ne sont pas vraiment inconnus dans le MCU, qui ont déjà bossé ensemble, il me semble, dans Moon Knight, il me semble, à 2 épisodes. Ils en sont déjà, c'est leur 2e épisode de Loki, ils ont signé déjà, je crois que pour l'un c'était Ouroboros, et pour l'autre je sais plus, je crois que c'est le premier. Donc leur nom c'est Justin Benson et Aaron Moorhead. J'espère qu'on les reverra parce qu'ils font de l'excellent travail, ils font de l'excellent boulot. C'est pas des grands noms, mais voilà, ils font du boulot correct, et là c'est bon de le rappeler, c'est bon de le souligner. Voilà, et donc pour mon avis personnel, qu'est-ce que j'en ai pensé concrètement de cet épisode-là? C'est le meilleur épisode de Loki. Enfin, vraiment, c'est cette QV numéro 2. J'avais les pires appréhensions parce que je ne savais pas trop où est-ce que va le MCU, comme beaucoup de monde, je présume. Et je pensais que ça allait participer à cet effet de délitement. Et qu'elle n'ait pas été ma surprise, parce que là, ça fait 4 épisodes de suite où c'est la tension va crescendo en fait. Parce que, un élément important, c'est que là, il y a des fan theories qui se confirment bel et bien. Il y en a qui parlent de spiral boucle temporelle. Là, on est en plein dedans. Mais en même temps, il y a un effet de... Comme si les auteurs disaient, oui, là, vous avez vu juste. Mais on n'a pas dit notre dernier mot. Parce que là, ce que vous avez vu, c'est juste un des thèmes de la saison. Mais ce n'est pas le cœur de la saison. Il y a une fan theory qui soit confirmée, mais c'est comme si les auteurs voulaient dire oui, vous avez mis le doigt dessus. Ouais, et après. Voilà, et après, il reste plus que 2 épisodes. Donc là, c'est bon, le thème est trouvé. Mais après, à quoi cela va aboutir? C'est justement ça qui me fait dire que là, on peut pas fan théoriser. Là, tous les éléments sont possibles. Là, tout est possible en fait. Concernant aussi bien la qualité de la série que l'effet de la série aura sur la MCU. Tout est possible. Et c'est cette incertitude-là, moi, qui me fascine, qui me redonne foi en la série et au MCU entièrement. Pour tout vous dire, pour cette saison 2-là, ça me surprend, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que je ne pensais pas que le MCU pouvait produire quelque chose aussi intense. J'avais eu quelques soupçons au moment de WandaVision et au moment de la première saison de Loki, même au moment de Falcon and the Winter Soldier, de Falcon et le Soldat de l'Hiver, que moi j'avais adoré personnellement, c'est tout à fait mon kiff. Et là, pour le Loki, je suis surpris que non seulement ça assume les références, parce que là, on nage en pleine vibe Doctor Who, pour combien de degrés, c'est l'a dit. Là, on nage en pleine vibe en Terry Gilliam, je pense à Brésil, et aussi à d'autres trucs. Donc, un petit peu façon de considérer les thématiques science-fiction un petit peu à l'anglaise. Je sais pas trop comment exprimer à ce sujet-là, parce que c'est pas du tout la même vibe qu'il y a dans les productions américaines. Là, on est plus proche, de la manière d'aborder ces thématiques-là, mais à l'anglaise. Genre H2, G2, enfin, je crois qu'en français on appelle ça le guide intergalactique du routard. Le guide du routard intergalactique, si je ne me trompe pas. C'est cette manière d'aborder cette thématique-là du voyage dans le temps, des boucles temporelles, c'est avec cette manière-là que c'est abordé dans Loki.
Sauf que là, c'est plus premier degré. Parce que dans Doctor Who, c'est plus au second degré, avec humour. Là, c'est vraiment plus premier degré. Je dirais que ça rappelle plus un mélange entre Doctor Who et Terminator. Je sais pas trop si je m'exprime bien ou si j'ai trouvé une bonne manière d'aborder le truc. Donc voilà, donc pour Loki saison 2, pour moi, c'est un autre épisode. Je dirais que c'est le climax de la série. C'est à voir si, comme pour Ahsoka, le meilleur reste à venir ou pas. Parce que moi, pour Ahsoka aussi, c'était pareil. Je m'attendais à ce que l'épisode 4 ou 5 soit le climax de la saison. Et en fait, l'épisode suivant, encore et encore, ça a gardé la qualité constante. Voilà, donc petit bijou. Hein, et donc pour Loki, c'est pareil. Il reste plus que 2 épisodes. Je veux pas en prendre trop. Je vais essayer de me préserver du moindre désir. Je vais regarder autre chose pour patienter d'ici là et pas trop de perdre dans les fan theories qui sont pour la plupart en fait ont beau être folles et super intéressantes, mais toujours too much. C'est difficile à aborder pour un grand public. Et je pense que c'est ça le souci qu'il y a entre les fans hardcore et les productions Marvel Studios, c'est que Marvel Studios pense avant tout au grand public. Comment aborder ça de manière intelligible pour qu'un public qui n'est pas friand de ça, qui n'est pas connaisseur, qui est novice en la matière, qui n'a jamais entendu parler du multivers, puisse comprendre en fait de quoi il s'agit. Et justement, Loki, c'est une super bonne entrée, je trouve. Donc pour moi, Loki, donc c'est épisode 4 de la saison 2, pour moi, c'est parfait, c'est nickel. Je m'attends à ce que ça se délite un petit peu, à ce que ça baisse en intensité un petit peu. Mais j'attends ça depuis le deuxième épisode, et au final, ça fait que grandir. Donc voilà, je me mets chavardé, je m'attends au pire à chaque fois, et à chaque coup, je suis surpris. Donc pour moi, c'est parfait, c'est nickel, validé de ouf. Voilà, donc bon week-end à tout le monde, à plus.